Donc à mon malheur de perte de ma voix va s'ajouter un malheur quotidien qui est de se faire étrangler alors qu'on ne peut plus crier. Alors moi, mon premier souvenir, c'est de ma vie. Je crois que c'est quand j'essaie de me hisser près du meuble télé parce que Freddy est en train de faire chanter un stade. Quand je dis Freddy, c'est Freddie Mercury parce que chez nous, on l'appelle Freddy. Alors, en tout cas, je le sens que la musique va jouer une part importante dans ma vie. Et puis un jour, je vais intégrer les chœurs du conservatoire et nous allons chanter la Missa Solemnis de Beethoven. Il y a une soprano qui a chanté un air et j'ai entendu cette voix lyrique à côté de moi. Mes poils se sont levés et donc je vais me diriger lentement, secrètement, mais sûrement vers une carrière de chanteuse d'opéra. Et donc au fur et à mesure, je vais parcourir la France, mais aussi des pays d'Europe, et on va même me promettre des contrats aux États-Unis. Et c'est là que tout va s'arrêter pour moi. Une nuit d'hiver, une nuit pas comme les autres, je vais perdre ma voix. On va m'annoncer que quelque chose de très très grave, j'ai une corde vocale qui est coupée en deux, voilà, et que ma carrière de chanteuse d'opéra est finie à jamais. Déjà, j'accepte pas que ma carrière va s'arrêter, je fais un espèce de déni et je vais avoir de la rage à l'intérieur de moi. J'aurai envie de faire, de soulever le bureau, de me fâcher, j'aurai envie de mourir, je vais tomber dans une profonde anorexie. Et à cela va s'ajouter que mon compagnon va se mettre à me frapper. Donc à mon malheur de perte de ma voix va s'ajouter un malheur quotidien qui est de se faire étrangler alors qu'on ne peut plus crier. Donc ça va être une période compliquée pour moi, je vais connaître ce qu'on appelle une chute sociale, je vais tomber en précarité. Je ne peux pas en parler à mes parents parce qu'il a menacé de tuer mes parents si je leur raconte quoi que ce soit. J'en pourrai plus, hein. Je sais plus comment me sortir de toute cette emprise sur moi. Je vais essayer de mettre fin à mes jours et lui va garder cette emprise sur moi. Ça va être très compliqué, c'est des événements extérieurs qui vont me sortir de là, notamment la vue des attentats au Bataclan où je me rends compte que j'ai encore mes deux jambes pour m'enfuir et mon amie Jenny qui a elle-même été victime de violences conjugales qui va me parler non pas comme une victime mais comme à quelqu'un qui a encore le pouvoir de changer sa vie. Et Jenny va me dire qu'il y a pire que de mourir, parce que je pense qu'il va me tuer de toute façon, vu qu'il essaie de le faire régulièrement. Elle va me dire que je peux finir sur un fauteuil roulant comme ma grand-mère. Et cette peur de finir sur un fauteuil roulant et d'avoir ce mec comme aide-soignant, Jenny va me faire réaliser ça et je vais avoir très peur et je vais réussir à partir. Quand elle va dire à mes parents, en tout cas, qu'il m'arrive ça, mes parents vont avoir besoin de faire un acte de marquer en fait une action pour leur fille. Ma famille va se réunir et on va assister à un déménagement épique où mon père dispute Jenny qui est malentendante parce qu'il veut reprendre des affaires. Moi, je vais être plantée au milieu du salon comme une plante verte à ne plus pouvoir bouger tellement j'ai peur. Ma tante Dédé Rebelle, on l'appelle comme ça, qui va vouloir qui déchire les photos et qui marque des insultes sur les photos de couple. Et ma mère et Jenny qui sont tellement gênées qu'elles parlent du salon athée que j'ai acheté. On se croirait dans une scène de film de Louis de Funès. Je suis partie, je suis rentrée chez mes parents. Mon psychiatre dont je parle dans mon livre va m'aider à monter une école de chant à Paris alors que je suis quasi muette. Donc ça, c'est encore une belle histoire. Mais cette belle histoire, elle va m'amener à la Starac. Et puis elle m'amène aujourd'hui devant tout le monde et elle me permet d'aider des gens.